voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle du plus cosmique des complots, les ovnis. Imaginez, les ovnis observés dans le ciel par des milliers d'humains depuis des décennies. Les rencontres, enlèvements ou échanges avec des êtres venus d'une autre planète. Seraient bien connus de nos gouvernements et cachés aux populations. Des États du monde entier, avec l'Amérique en tête, auraient en leur possession des vaisseaux spatiaux venant d'autres planètes. Depuis plus de 50 ans, ces aéronefs seraient cachés à l'abri des regards, afin de pouvoir en secret comprendre et exploiter cette technologie très avancée. Un pacte aurait même été signé avec des extraterrestres. En échange de leurs connaissances, il leur serait autorisé quelques expériences sur Terre. Une fédération galactique secrète serait à l'œuvre dans l'ombre. Infiltrés dans nos institutions pour mieux nous asservir. Ils attendent le moment propice pour révéler leur existence et mettre leur plan à exécution. L'hypothèse extraterrestre, c'est l'occasion pour Tous Parano d'évoquer le phénomène ovni et la colonisation secrète de notre planète par des êtres venus d'ailleurs. Crains-nous, Cloporte, nous venons de l'autre bout de l'univers pour coloniser ta planète. La Terre ? Je suis pas sûr que vous ayez fait le bon choix, les gars. Pourquoi tu dis ça, Terrien? Je sais pas, il y a des milliards de planètes dans l'univers et vous choisissez ce tas de merde. N'écoutons pas cet humain, nos calculs sont formels, c'est la planète idéale. T'as dû te gourer dans tes calculs, mon pote. Entre les guerres, les crises migratoires, la déforestation. Non, ici, tout est nickel. Tous parano. Et ben voilà Geoffroy, nous voilà au premier épisode de cette saison 2, ça fait plaisir, non ? Écoute, je suis très heureux de te retrouver, très heureux de vous retrouver. Et on va commencer avec la tête dans les étoiles pour ce premier épisode de la saison 2. Tout à fait, avec les ovnis, les extraterrestres. Allons-y. Les ovnis, objets volants non identifiés, existent. C'est indéniable. Les observations sont fréquentes et cela partout dans le monde. Alors la vraie question, c'est de savoir si ce sont des engins spatiaux d'origine extraterrestre ou pas qui viennent nous rendre visite. C'est là que le doute réside, car si une explication rationnelle est souvent apportée aux observations, météorites ou ballons-sondes, il reste énormément de phénomènes mystérieux. Par exemple, Gaël, est-ce que toi, tu as déjà vu un ovni ? Je dois avouer que oui, j'ai vu de mes yeux un engin énorme voler dans les airs et c'est vrai que j'ai pas compris ce que j'ai vu. Et c'est vrai aussi que les observations comme la tienne, et même d'autres encore plus précises, voire inquiétantes, se comptent par dizaines de milliers. Alors commençons peut-être par remonter au premier témoignage concernant les ovnis. L'événement fondateur concernant les ovnis se situe durant la Seconde Guerre mondiale avec les Foo Fighters. À ne pas confondre avec le groupe de rock. Non, le groupe a justement tiré son nom de ces phénomènes mystérieux apparus pendant la guerre. Nous parlons donc bien ici des chasseurs fantômes, c'est-à-dire des boules lumineuses qui ont été observées par des aviateurs durant le conflit mondial. C'est ça, à partir de 1942, de nombreux membres d'équipage britanniques, américains, mais aussi allemands ou japonais, affirment avoir été escortés dans les airs par des sphères lumineuses lors de leur mission de combat. Des sphères qui se dirigeaient de manière, dit-on, intelligente. Plusieurs pilotes pris de panique, ou croyant avoir affaire à une technologie secrète ennemie, ont essayé d'abattre ces objets volants, mais sans succès. Certains enregistrements de l'époque ont montré ces phénomènes, et les témoignages de certains équipages de bombardiers, engagés dans le ciel allemand, font état de véritables escadrilles, en formation autour d'eux. Les témoignages d'ailleurs étaient tellement nombreux qu'une commission d'études a été créée en Angleterre par la Royal Air Force. Et alors ? Eh bien alors, rien, ou pas grand-chose. En tout cas, la commission a été officiellement close en 1944, sans conclusion claire. Mais dans tous les cas, les Foo Fighters ont créé le mythe que les nazis avaient une technologie secrète que l'on n'a jamais découverte. Oui, ou encore que nous sommes surveillés par une forme d'intelligence mystérieuse. En tout cas, on connaît la suite. La technologie avancée du moment est plutôt du côté allié, avec la bombe atomique. Donc c'est la fin de la guerre et des Foo Fighters. Tous parano, tous parano, tous parano. Nous sommes maintenant 3 ans après la guerre. Le phénomène ovni va prendre une nouvelle dimension avec les observations d'un Américain,
d'un certain Kenneth Arnold. Kenneth Arnold, c'est un entrepreneur et un aviateur qui vient de passer la trentaine. Il dirige une entreprise qui vend du matériel pour lutter contre les incendies et pour cela, il voyage dans son propre avion dans toute la région du nord-ouest des États-Unis. Arnold participe même à des opérations de recherche et de sauvetage dans sa région. Il est considéré comme un pilote qualifié et expérimenté avec plus de 9000 heures de vol quand même. D'ailleurs, le voilà qui décolle avec son petit avion en cette belle journée du 24 juin 1947. C'est vrai, le temps est clair, le ciel est bleu au-dessus des montagnes de l'État de Washington. De là-haut, la vue sur le Mont Rainier est exceptionnelle d'ailleurs, un vrai kiff de pilote. Il est 15h et tout à coup Arnold est aveuglé par un flash lumineux qui envahit son cockpit. Ne comprenant pas de quoi il s'agit, il pense d'abord à une explosion dans les environs, mais ce n'est pas ça. C'est alors qu'il distingue au loin 9 objets volants se déplaçant avec une précision dans les airs et une vitesse totalement hors du commun. Arnold n'en croit pas ses yeux. Oui, il connaît bien la région, et grâce à des points de repère précis, en l'occurrence 2 montagnes, eh bien il calcule la vitesse de ces objets. Il arrive à 2600 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse du son, et donc une vitesse totalement inaccessible à l'époque. Écoutez son témoignage à la radio. Nous sommes le lendemain, le 25 juin 1947. Ils ne volaient pas du tout en formation conventionnelle, comme des avions militaires. Ils semblaient onduler, comme serpenter dans l'air, au-dessus du sommet des montagnes. Je pouvais les distinguer parfaitement sur la neige, sur les flancs du mont Rainier ou du mont Adams. Ces objets réfléchissaient de la lumière. Alors j'ai regardé ma montre, ils avaient mis 1 minute 42 secondes, et je me suis dit « Waouh, ils vont sacrément vite !» Je n'ai pas cessé de penser à la distance qu'il y a entre ces 2 montagnes. L'un des journalistes qui a recueilli l'histoire incroyable de Kenneth Arnold va utiliser pour décrire ces objets, et pour la première fois, le mot « flying saucer », traduisé « soucoupe volante ». Une expression qu'Arnold n'a d'ailleurs jamais prononcée. Il utilise lui plutôt l'image de soucoupe ricochant sur l'eau. Ils ressemblaient à des plats à tarte coupés en 2 avec une sorte de triangle convexe à l'arrière. Ces objets semblaient s'incliner et ils réfléchissaient le soleil comme un miroir. Ça vous éblouissait littéralement. J'étais presque aveuglé lorsque je les observais à travers le plexiglas de mon pare-brise. Mais d'après mes connaissances et d'après ce que j'ai vu, si ça n'a rien à voir avec notre armée ou nos services secrets, si ça n'a rien à voir avec une nation étrangère, eh bien, j'en perds mon latin. Ma seule certitude, c'est que j'ai bien vu ces objets. Je les ai chronométrés, ils se trouvaient dans une position idéale pour que je le fasse. C'est un grand mystère pour moi, autant que pour tous les gens qui m'appellent depuis 24 heures et qui se demandent ce que c'était. En tout cas, l'observation d'Arnold va faire l'objet d'une dépêche de l'Associated Press, et à partir de ce moment-là, ça va devenir une vraie info. Oui, il va faire la une de toute la presse du pays, et ce qui n'aurait pu être qu'un simple fait divers estival va provoquer un véritable séisme en Amérique. On va assister alors à une vague d'observations massives dans tout le pays. Et pas que chez les civils. 4 jours après qu'Arnold ait vu ses désormais célèbres soucoupes volantes, 2 pilotes et 2 officiers de renseignement voient un objet étonnant effectuer des manœuvres impossibles au-dessus de la base aérienne de Maxwell à Montgomery, dans l'Alabama. Oui, et le même jour, un pilote de l'US Air Force aperçoit une formation de 5 appareils non identifiés près d'un lac artificiel dans le désert du Nevada. Une semaine après le témoignage d'Arnold, là c'est un pilote qui observe une formation de soucoupe volante pendant 45 minutes. On recense des centaines, des milliers de témoignages en quelques semaines. Et notamment sur la commune de Roswell au Nouveau-Mexique. Ah oui, fameuse histoire que nous allons évidemment vous remémorer et qui va être un peu le fil rouge de cet épisode. Tous parano. Alors, tout commence dans un ranch, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. C'est le ranch d'un certain William McBrazel. Nous sommes le 8 juillet 47, lorsque ce fermier, avec sa fille Bessie, découvre sur ses terres des débris éparpillés sur environ 80 mètres de large et 1 km de long. Intrigué par l'aspect de ces matériaux, Brazel contacte le shérif de Roswell, lequel avertit la base militaire la plus proche. Le porte-parole du Roswell Army Airfield fait alors un premier communiqué de presse annonçant qu'ils ont récupéré un disque volant, flying disc, écrasé près d'un ranch à Roswell. Oui, mais il se fait taper sur les doigts et l'armée se dédie aussitôt. Le lendemain, un rectificatif annonçant que le disque volant était seulement un ballon sonde est publié. Et l'histoire semble enterrée pour 30 ans. Nous y reviendrons à Roswell car ce n'est pas fini.
En tout cas, cet épisode montre que l'armée tergiverse et n'est pas très à l'aise avec la communication sur le sujet des ovnis. Un exemple éloquent de ce que tu viens de dire avec un pilote de l'armée de l'air, le capitaine Thomas Mantell, qui se tue en poursuivant un ovni. Oui, c'est arrivé le 7 janvier 1948. L'objet avait été repéré par des civils dans le ciel du Kentucky. Alerté, le personnel de la base aérienne la plus proche confirme la présence d'un objet volant non identifié. Le capitaine Mantell et 3 autres pilotes sont alors envoyés à sa poursuite pour l'intercepter. L'OVNI va très vite, il se laisse rattraper puis repart. Ce petit jeu dure un moment, puis l'OVNI prend d'un coup beaucoup d'altitude. C'est trop pour les avions militaires qui renoncent à le poursuivre. Sauf le capitaine Mantell qui, lui, au mépris du danger, il ne lâche pas et suit le mystérieux aéronef dans les cieux. Après avoir signalé à la radio que l'objet semblait de grande dimension et métallique, la communication se coupe. Et on retrouve l'épave de l'avion du capitaine Mantell, 145 km plus loin. Dans quelles circonstances est-il mort ? C'est un mystère. Pas un mystère selon l'US Air Force, qui va affirmer que le pilote a confondu l'OVNI avec la planète Vénus, ce qui l'aurait amené à haute altitude où il aurait manqué d'oxygène. Et en réaction à ces événements et aux nombreux témoignages qui s'accumulent, les autorités américaines vont réagir. Une première commission d'enquête sur les ovnis est lancée. Elle se nomme le projet Sign. Cette commission est composée d'un militaire, d'un ingénieur et d'un expert en nucléaire et balistique, et va, quelques mois plus tard dans son rapport, et pour la première fois officiellement, laisser la porte ouverte à l'hypothèse extraterrestre. Des conclusions qui ne vont pas satisfaire la hiérarchie militaire qui dissout le projet Sign. Celui-ci est remplacé moins d'1 an plus tard, donc nous sommes fin 48, par le projet Grudge, qui va nier en bloc l'existence des extraterrestres. Oui, ce projet Grudge est également dirigé par un militaire. Ici, chaque observation aura son explication simple, qui peinera même parfois à convaincre. Et le doute s'installe. Les autorités ont-elles vraiment la volonté de faire toute la lumière sur les ovnis ? Je suis parano. Tous parano. Un homme va incarner cette défiance vis-à-vis des discours officiels. Il se nomme Donald Keough. Né dans le Midwest américain à la toute fin du 19e siècle, Keough a pu suivre l'évolution de l'aviation. Et ça le passionne. Très jeune, il devient d'ailleurs pilote dans l'armée. Et lors d'une mission au-dessus des Philippines, il va avoir un accident dont il sort miraculeusement vivant, mais son état de santé le contraint de quitter les Marines. En 1927, il organise la tournée de Charles Lindbergh, le fameux aventurier aviateur, connu pour avoir traversé l'Atlantique à bord de son Spirit of Saint-Louis. Et Donald Keough écrit son premier livre qui relate cette aventure extraordinaire. C'est un succès. Il travaille ensuite à l'écriture de récits fantastiques dans des magazines bon marché qu'on appelle les pulps là-bas. Et c'est un de ses employeurs qui va le mettre d'ailleurs sur la piste des ovnis. Le rédacteur en chef d'une de ces revues ne parvient pas à recueillir les témoignages des membres de l'US Air Force. Alors il engage Keough pour qu'il enquête sur le sujet. Bah oui, Keough, aviateur, ancien Marines, il a des contacts et il parvient à mener ses investigations. Il est très efficace et il revient à la rédaction avec le sourire. L'article tant attendu de Keough est publié dans le numéro de janvier 1950 de la revue True, Vrai. intitulé « Les secousses volantes sont réelles ». Il fait sensation. C'est le moins que l'on puisse dire. Il se dit à ce moment-là, parmi les éditeurs de magazines, que l'article de Keough est l'un des articles de magazines les plus lus et les plus discutés dans l'histoire. Keough va surfer sur ce succès et il va publier en 1950 un livre qui reprend le même titre que son article. Ce livre se vend à plus d'1 demi-million d'exemplaires. Alors Gaël, quelle est donc sa thèse ? Eh bien, Donald Keough affirme que l'armée de l'air sait que les soucoupes volantes observées ces dernières années sont extraterrestres. Mais ces rapports ont été falsifiés pour éviter la panique publique. Keough devient une star. Il popularise l'idée que nous sommes visités par des extraterrestres. Et ce qui impressionne, c'est le sérieux de son travail. Et il sort un deuxième livre en 1953, Flying Saucer from Outer Space, qui repose en grande partie sur des entretiens et des rapports officiels validés par l'armée de l'air. Oui, la 4e de couverture, par exemple, elle est signée par l'attaché de presse du Pentagone, qui caractérise Keough, je cite, de journaliste juste et responsable. Même s'il se dit sceptique concernant l'hypothèse extraterrestre. Keough est également le premier à avancer une théorie. Les extraterrestres nous surveillent, et si les observations ont soudainement augmenté en 1947, cela serait dû aux explosions des bombes atomiques de 1945. Après 1 an d'enquête, je pense que les soucoupes volantes, vues par des vétérans et des pilotes de l'armée de l'air, sont des objets qui viennent d'autres planètes.
L'armée de l'air elle-même a admis officiellement que les soucoupes volantes existent. Elle a même analysé officiellement quels seraient les objectifs de ces visiteurs potentiels venus de l'espace. Voici une citation extraite d'un rapport officiel. De telles civilisations auraient pu observer que nous avons maintenant sur Terre la bombe atomique et que nous développons des missiles. Ceci est sans précédent dans l'histoire de l'humanité et cela pourrait les inquiéter. Il faut donc s'attendre prochainement et par-dessus tout à ce que de telles visites se multiplient. Kyo fonde alors, avec des scientifiques et des anciens militaires, la première association d'ufologie. En son sein, on trouve du beau monde. Ah, Oui, citons par exemple l'ancien directeur de la CIA, le tout premier d'ailleurs, je crois, Roscoe Henry Hillenkoetter. et cette association d'ufologie, c'est le National Investigations Committee on Aerial Phenomena, on va l'appeler le NICAP, Comité national d'enquête sur le phénomène aérien. Leur message est clair. Les ovnis sont la manifestation de la présence d'une intelligence extraterrestre sur notre planète. Un mot sur Hillenkoetter. Il joue en fait un rôle ambivalent. Il cherche à la fois à discréditer les cas d'atterrissage et de crash d'ovnis, mais il encourage en parallèle la collecte d'informations sur le sujet. Ah oui, donc ce serait une sorte de taupe. Et grâce à lui, les observations recueillies à la source par le NICAP arrivent sans frais à la connaissance des services de renseignement américains, avant même d'être rendues publiques. Oui, car le NICAP communique beaucoup, notamment par son bulletin mensuel The UFO Investigator, qui est distribué dans tous les États-Unis. Le NICAP va avoir des milliers de membres, 5 000 en 1957 et jusqu'à 14 000 dans les années 60. La visite d'extraterrestres, on le comprend bien, fascine. Et Hollywood s'en empare. En 1951 sort le premier film de science-fiction. Ce film, c'est Le jour où la Terre s'arrêta. Un film qui raconte l'arrivée d'une soucoupe volante à Washington avec à son bord 2 extraterrestres qui ont un message à délivrer à l'humanité. Nous venons en émissaire de paix et de bonne volonté. Tous parano. Donc vous commencez à le comprendre, le sujet des extraterrestres devient de plus en plus populaire, avec en parallèle l'idée que le gouvernement nous cache la vérité. Qu'il complote même. Surtout que les manifestations étranges ne s'arrêtent pas. Ah oui, et ce qui est curieux, c'est qu'elles arrivent par vagues, ces observations. On a eu celle de 47, on a ensuite celle de 1949, puis en 54, et là, c'est dans le monde entier. Donc pas seulement aux États-Unis. Et non, monsieur, cette vague-là, elle va même être principalement française. Durant 3 mois, septembre, octobre et novembre 1954, on assiste effectivement en France à une vague de témoignages totalement inédites. Ce sont 2000 observations qui sont recensées. Des vols, des atterrissages, des traces au sol. Les Français découvrent les Martiens à raison de 60 observations par jour. Des rencontres aussi. On décrit des humanoïdes de petite taille, d'1 mètre à 1,20 m, qui ressemblent parfois à des enfants sous des combinaisons étonnantes de cellophane. Ils sont jamais hostiles et plutôt bienveillants dans les témoignages. Oui, ils viennent, ils repartent ensuite dans leurs engins. On les décrit aussi avec une grande tête, des gros yeux. Bon, bref, c'est l'image typique de l'alien qui est dans toutes les représentations depuis. Et on en voit partout. On note des événements à l'aéroport de Marseille-Marignane, en campagne, en ville. Ça vient de civils, de pompiers, de gendarmes aussi. Il semble que le phénomène touche tout le monde. Et la presse relate tous ces événements étonnants. Le Monde, Le Figaro, Le Parisien consacrent des articles à ces récits extraordinaires. Et prenons à titre d'exemple l'étonnante histoire de Marius de Wilde. Écoutez. Dans le nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à monsieur Marius de Wilde, l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses 2 passagers. Alors, monsieur de Wilde. Alors j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. J'ai vu 2 hommes, je vous dis, 2 êtres à 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Je suis resté comme ça, on aurait dit qu'il y avait une force invisible qui me retenait, vous savez. Formidable. Alors aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Il y en a combien? Il y en a 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne ça, comprends écoutez, rien. ça je pourrais rien vous dire. La police de l'air, elle a fait des mesures. Par votre soucoupe est là, oui. Comment est-elle partie? Ma soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres.
Et tout de suite, comme ça? Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction de l'Est. Marius de Wilde va devenir une vedette. Des reportages télévisés lui sont consacrés. Comme celui qu'on vient d'entendre. Mais malheureusement pour lui, on le prend vite pour un affabulateur. Eh oui, le pauvre Marius, c'est la descente aux enfers. Hein. Il va perdre successivement son emploi, sa maison. Bref, après, il regrette d'avoir parlé. Et même si les témoignages se succèdent dans le monde entier, à l'instar de celui de Marius de Wilde, l'hypothèse de l'existence des extraterrestres est massivement rejetée. Ce qu'on appelle alors chez nous le soukoupisme fait finalement plutôt sourire. C'est un joli nom pourtant. Mais c'est parce que les experts, scientifiques et militaires, pour eux, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Oui, rien à voir, mais pourtant ils restent toujours attentifs à ce qui se passe dans le ciel et surtout aux États-Unis. Tous parano, tous parano, tous parano. Souvenez-vous, on a eu le projet Sign en 1947, plutôt ouvert à l'idée des ovnis, le projet Grudge en 1948, plutôt sceptique, et en 1952, voilà qu'arrive le projet Blue Book, toujours mis en place par l'US Air Force et qui a toujours pour but d'enquêter sur les ovnis. Et il y a un homme qui a participé à ces 3 projets. Il s'agit de Joseph Allen Hynek. C'est certainement l'homme le plus important de son siècle concernant le phénomène extraterrestre. Allen Hynek est né en 1910 à Chicago. C'est un astrophysicien qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, travaille à l'élaboration de radars. La paix revenue, il devient professeur à l'université et est ensuite recruté pour construire les premiers satellites américains. Dès les débuts du projet Sign, Hynek devient consultant scientifique de l'US Air Force. Il est chargé d'identifier les cas où les ovnis ont pu être confondus avec des objets astronomiques connus, des météores par exemple. Oui, il faut dire que Hynek est à ce moment-là plutôt du genre à douter de l'existence réelle des ovnis. Il pense que toutes ces apparitions peuvent s'expliquer par des confusions avec des phénomènes naturels, comme tu viens de le dire, des avions ou encore même que ce sont des canulars. Et en 1948, il estime même le sujet totalement ridicule. Il considère alors que les ovnis, c'est un phénomène de mode qui ne va pas durer. Mais il va progressivement réviser son jugement. Écoutons-le. J'ai commencé en étant complètement sceptique. Et je pensais que tout cela avait tout à voir avec l'atmosphère de la guerre froide. Mais la persistance des phénomènes m'interdit depuis de les rejeter et finalement m'amène à penser que nous avons un vrai phénomène à prendre en compte. Et oui, l'examen des centaines de témoignages qu'il reçoit, dont beaucoup émanent de témoins que l'on peut estimer crédibles, des astronomes, des pilotes de chasse, des policiers, des officiers militaires, etc. Et tout ça, ça va bouleverser ses certitudes. Lui qui avait été sûrement choisi pour son scepticisme vis-à-vis des ovnis initialement dans le projet Sign, va alors trouver que les autorités font preuve de malhonnêteté intellectuelle. Oui, et en parallèle de son travail au sein du projet Blue Book, il va donc en secret monter son propre groupe de recherche et de réflexion qu'il nomme le Collège Invisible. Il réunit scientifiques, anciens militaires, un petit peu finalement comme le projet Blue Book, mais la différence, c'est que son groupe est international et surtout, il n'y a aucune pression hiérarchique. Et puis s'ensuit la scission avec l'US Air Force. Il faut raconter cette anecdote. Et oui, c'est en mars 1966 que ça se passe. 40 personnes, dont 12 policiers, avaient vu un groupe d'ovnis se poser dans les marécages près de Ann Arbor, dans le Michigan. Hynek cherche, mais ne peut trouver aucune explication scientifique pour comprendre ce qu'ont vu ces personnes. Mais les officiers de Blue Book lui ordonnent d'expliquer à la presse que les témoins ont vu une émission de gaz des marées qui a créé les fameuses lumières observées par tant de monde. Un petit peu comme des feux follets. On lui demande donc de falsifier son rapport. Et donc, que fait Hynek ? Il n'a pas voulu mentir, il s'est insurgé, et là, il est remercié. Mais il n'est pas seul. Plusieurs scientifiques civils du projet Blue Book considèrent que les ovnis existent, mais surtout, ils le disent publiquement. Ces scientifiques encombrent désormais les militaires. Blue Book est arrêté 3 ans plus tard, en 1969, avec une conclusion qui est là sans appel. Les ovnis n'existent pas. Tous les témoignages reposent soit sur une méprise avec des phénomènes naturels, soit sur des hallucinations. En définitive, toute recherche scientifique dans le domaine ne présente pas d'intérêt. Hynek, lui, il ne lâche pas le sujet. Les ovnis et les extraterrestres, il va y consacrer toute sa vie. Oui, mais dans le civil. Et si le nom d'Hynek ne vous dit rien, vous connaissez sûrement la classification qu'il a inventée. Oui, le système de classification que l'on peut résumer ainsi. Rencontre du premier type. Le ou les témoins voient un ovni à moins de 150 mètres. La rencontre du deuxième type. L'ovni laisse des preuves matérielles comme des traces au sol.
la rencontre du troisième type. Le ou les témoins voient un ovni et ses occupants. Précisons tout de suite que des spécialistes ont plus tard ajouté d'autres types à cette classification. Oui, un quatrième type. Oui, ça c'est l'enlèvement. Un cinquième type. La communication avec un extraterrestre. Un sixième type. Ça c'est quand on est tué par un extraterrestre. Et sans doute mon favori, le septième type. Oui, celui-là, c'est quand on a un rapport sexuel avec un extraterrestre. Et la rencontre du troisième type. Elle a été mise à l'écran par l'un des plus fameux believers, comme on dit chez lui, Steven Spielberg. Et d'ailleurs, Spielberg a même demandé à Alan Hynek d'être consultant technique pour ce film, un film sorti en 1977. Et bien plus que ça, Hynek, il fait même une apparition dans ce film, une apparition de quelques secondes, sous les traits d'un scientifique, parmi d'autres, un caméo. Rencontre du troisième type va avoir un succès mondial, et populariser cette expression d'ailleurs. Et l'intérêt du public pour le sujet des extraterrestres n'a alors jamais été aussi grand. Les années passent, des secoues ou vaisseaux spatiaux sont observés un peu partout dans le monde, leurs occupants se montrent même parfois et les événements troublants font la une de l'actualité. Écoutez cette histoire en 1979 qui est arrivée à Franck et à ses deux amis. La voiture était complètement prise dans une sphère de brouillard. Il y avait 3 ou 4, je me souviens plus, je suis pas précis là-dessus, 3 ou 4 petites sphères qui tournaient tout autour. Les sphères se sont incorporées à la grosse. Et à ce moment-là, quand tout n'a fait plus qu'une seule masse, il y a comme un énorme cigare qui est sorti sur la gauche de la sphère et qui a fait office d'aspirateur. Tout le restant s'est engouffré dedans et c'est reparti à une vitesse pas possible. Et là, on s'est précipité à la voiture, c'est là qu'on a vu que Franck avait disparu. Et vous êtes réveillé? Un quart d'heure après, pour moi. Vous étiez où? À cet endroit-là. La voiture avait disparu? Ah ouais, ça faisait 8 jours. Qu'est-ce que vous pensiez en voyant sur le coup, je croyais moi qu'on me l'avait volé, tout simplement, qu'on m'avait mis dans le fossé et puis qu'on m'avait pris la voiture. Alors j'ai décidé de rentrer chez Jean-Pierre, lui ai annoncé la nouvelle, qu'on n'avait plus de marchandises et puis plus de voiture. Puis il n'était pas là, alors je sonnais chez Salomon et puis il m'a expliqué le topo. Je voulais pas y croire. 8 jours, ça faisait beaucoup. Donc les cas les plus inquiétants aux plus extraordinaires s'accumulent. Mais rien ne filtre du côté des autorités. Et à partir de ce moment, 2 théories du complot vont émerger face à ce silence. La première théorie, si les autorités nient le sujet, c'est qu'elles veulent garder ces découvertes pour leur compte et profiter des avancées technologiques qu'elles pourraient apporter. Et deuxième théorie, les autorités sont déjà à la merci des envahisseurs. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Pour comprendre donc cette première théorie du complot, nous allons retourner comme promis à Roswell, Nouveau-Mexique. Alors pour rappel, un fermier a trouvé en 1947 des débris issus d'un crash d'un mystérieux objet volant. Mais l'armée, qui au départ déclare que c'est un ovni, établit le lendemain qu'il s'agit d'un ballon-sonde. Oui, mais maintenant nous sommes en 1980 et la revue National Enquirer revient sur cette affaire qui, bien qu'elle date de plus de 50 ans, demeure dans les esprits. L'article qui rappelle le revirement de l'armée sème le doute. Et puis ce qui fait sensation, c'est l'interview du major Jesse Marcel, celui qui a été le premier arrivé sur le site à l'appel du fermier. Et la stupeur. Le militaire désormais à la retraite revient sur ses déclarations officielles, les déclarations de l'époque. Il affirme ceci aux journalistes, je le cite. Les débris ne ressemblaient à rien de fabriqué sur cette terre. Et ceux que nous avons récupérés ont été remplacés par les débris d'un ballon météo pour donner corps à la dissimulation. Et il ajoute ceci. Nous avons trouvé des petits morceaux de métal, mais surtout, nous avons trouvé quelques matériaux difficiles à décrire. Je n'avais jamais vu quoi que ce soit de pareil, et je ne sais toujours pas ce que c'était. Oui, il y a encore plus dingue. Il dit aussi, certains éléments portaient des inscriptions. Quelque chose d'indéchiffrable. Ça ressemblait à des hiéroglyphes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a pu être déchiffré ou pas. Dans la foulée de cette interview qu'on pourrait dire explosive, un livre sort également. Il est coécrit par 2 journalistes et il recueille les témoignages de plus de 90 personnes qui étaient sur place à Roswell en 1947. Et tous ces témoins s'accordent pour dénoncer la version officielle, qui serait un mensonge. En 1992, 2 autres journalistes terminent leur enquête sur Roswell, Stanton Friedman et Don Berliner. Et eux concluent également que c'est bien un ovni qui s'est crashé, mais pas seulement. Non, leur livre suggère que 4 corps d'extraterrestres ont été trouvés, 3 morts et 1 vivant.
Les journalistes croient également savoir qu'une agence gouvernementale haut placée aurait eu pour mission d'enquêter sur les extraterrestres de Roswell, mais qu'elle aurait gardé ces informations à l'abri du public. Oui, à Roswell et ailleurs, puisqu'ils auraient trouvé les preuves d'un autre crash habité à Soroco, et toujours au Nouveau-Mexique. Là, ils auraient encore récupéré un astronef et des corps d'extraterrestres. Encore 3 morts et un vivant. Mais où seraient donc cachés ces engins spatiaux et leurs occupants ? Eh bien, ce qui revient le plus souvent, c'est dans une zone géographique du Nevada, nommée la zone 51. Établie sur un lac asséché dans une région reculée à 128 km de Las Vegas, la zone 51 n'est qu'une partie de l'immense base Air Force de Nellis qui présente à peu près la taille de la Suisse. Le dispositif de sécurité mis en place est sans précédent et le secret est primordial. Depuis la fin des années 50, les militaires ont confisqué des centaines de milliers d'hectares de terrain environnant la base. Le périmètre interdit autour de la zone 51 s'étend maintenant à 40 km. Si son existence a toujours été démentie, la base s'est cependant développée depuis les années 50. Désormais, plusieurs charters de passagers y atterrissent chaque jour, amenant des centaines de travailleurs à la base. Avec un personnel aussi nombreux, il est évident que les quelques bâtiments pouvant être observés au-dessus du niveau du sol ne sont là que pour masquer de vastes structures souterraines. La zone 51, Area 51 en anglais, mais d'ailleurs elle a plein de noms. C'est la star. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Dreamland, il y a... Watertown. Oui, The Ranch. Ouais, Paradise Ranch même. The Farm, tout simplement aussi. Ouais, The Box, plus mystérieux. Cette zone 51, eh bien, elle alimente depuis les années 80 tous les fantasmes. Puisqu'on parle de bases souterraines gigantesques, de hangars camouflés, d'ascenseurs démesurés, bref, d'infrastructures secrètes avec une technologie incroyable. Bon, on va essayer de s'en rapprocher alors. Et celui qui va être notre guide, celui qui va mettre en lumière cette zone 51 avec ses révélations fracassantes, c'est un scientifique qui dit y avoir travaillé. En 1989, il brise le secret. C'est un certain Bob Lazar. Tous parano. Oh, t'as entendu ça ? Mais c'est quoi ? Eh ben, on est chez Bob Lazar. C'est un fan d'explosifs et de tout ce qui pète. Dans son garage, il fabrique des feux d'artifice, des fusées, c'est son truc, quoi. Et il organise même un concours d'explosion depuis 1987 dans le désert du Nevada, par chez lui. Oui, ce concours, ça s'appelle le Desert Blast, un curieux festival d'explosifs artisanaux, de fusées en tout genre. Il y a même des véhicules propulsés par des moteurs d'avion. Oui, comme tu dis, tout ce qui pète, quoi. Attention, recule-toi, tu vas te prendre un éclat, là. C'est vraiment un étonnant personnage quand même, Bob Lazar. Hein. Donc c'est un physicien américain qui dit avoir étudié au MIT, à Boston, mais toute trace de son passage y aurait été effacée par le gouvernement. Bon, en tout cas, en mai 1989, son témoignage va faire l'effet d'une bombe, ce qui n'est pas pour lui déplaire. C'est sur une chaîne locale qu'il va apporter son témoignage, sachant qu'il ne montre pas son visage à l'image. Hein. Non, il est en silhouette anonyme et sous le pseudonyme d'un certain Dennis, et donc il dit être un physicien employé au S4, un complexe scientifique près de la zone 51. Alors qu'est-ce qu'il explique ? Qu'il travaille avec d'autres ingénieurs sur la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres qui donc ont été récupérés par l'armée américaine dans les années 50. Rétro-ingénierie, c'est travailler à comprendre comment des objets ont pu être construits pour les reproduire. Ce que font très bien les Chinois d'ailleurs. Bob Lazar est démis de ses fonctions dans les mois qui suivent son interview télévisée. Mais cet entretien, alors confidentiel, va attirer d'autres journalistes. Et Lazar est de nouveau interviewé, mais cette fois à visage découvert. Et les spectateurs découvrent alors un jeune ingénieur en lunettes, petite chemise, raie sur le côté, bref, tout ce qui semble le plus sérieux. Mais pourtant, ce qu'il dit, c'est incroyable. Hein. Ouais. Lazar raconte avoir travaillé dans cette zone S4, en bordure de la zone 51, avec d'autres scientifiques, sur la propulsion d'un nouveau genre d'appareil militaire ressemblant aux soucoupes volantes, qu'il prend au départ pour des engins appartenant à l'armée de l'air des États-Unis. Mais au fur et à mesure de ses recherches et de la lecture de plusieurs documents, il comprend peu à peu que les 9 engins entreposés à S4 sont d'origine extraterrestre. Écoutons-le. Avant d'être à S4, j'étais plus ou moins le genre de personne qui pensait que toutes ces histoires de conspiration gouvernementale et d'OVNI relevaient de la pure aliénation. Et après avoir vécu tout ça, et ce que j'ai vécu là-bas, tout s'est complètement renversé.
Le gouvernement, il fait tout sauf veiller sur nous. Et la seule chose qu'il fait, c'est pour lui-même. Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelque chose les construise, et donc il doit y avoir des extraterrestres. Dans son témoignage, il explique aussi que lorsqu'il monta à bord de l'un de ses appareils pour en examiner l'intérieur, il a eu la sensation que cet engin était construit par une personne d'une autre morphologie que celle d'un pilote humain. Et il explique également que ces engins seraient propulsés par l'élément atomique 115, un élément chimique qui à l'époque est inconnu. Oui, à cette époque-là, l'élément 115, baptisé moscovium, il sera isolé, donc découvert, en 2013. Et selon lui, cet élément chimique est une source d'énergie qui permet l'antigravité. Cet effet antigravitationnel produit à grande échelle permettrait de créer une distorsion du continuum espace-temps, distorsion qui permettrait de raccourcir les distances et le temps de voyage pour une destination voulue et extrêmement lointaine. De la science-fiction pour beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est que Lazar ne varie pas. Même après 4 passages au détecteur de mensonges, il soutient toujours la même version. Oui, et lors de séances d'hypnose filmées, il se met même à révéler de nombreux détails. Il fait des schémas de vaisseaux qu'il a pu étudier. La zone 51 et les déserts du Nevada vont donc, avec les révélations de Lazar, continuer d'attiser la curiosité des ufologues. Surtout qu'au milieu des années 90, surgit une étrange vidéo qui va faire le tour du monde. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur TF1 et je voudrais ajouter heureux de vous retrouver enfin pour évoquer la plus incroyable histoire qui m'ait été donnée de rencontrer dans le domaine de l'étrange. Et c'est précisément parce que cette histoire est incroyable qu'avec toute mon équipe, nous travaillons depuis plusieurs mois à en percer le secret. J'ai été mis au courant de l'existence d'un film et d'après la rumeur, un producteur anglais aurait acheté ces images à un caméraman de l'armée américaine qui les aurait lui-même tournées en 1947 sur une base secrète des États-Unis. Ce film étant présenté donc comme montrant l'autopsie d'une créature extraterrestre. Alors nous allons poser toutes les questions que suscite un tel sujet. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Ce film a-t-il été tourné en 1947? Faut-il ou non rapprocher cette créature du fameux incident de Roswell dont vous avez certainement entendu parler? Regardez. Vous l'avez sûrement reconnu, si vous n'êtes pas né de ce siècle, c'est en 1995 que Jacques Pradel sur TF1 et à une heure de grande écoute présente à la France entière la vidéo de l'autopsie d'un extraterrestre retrouvé lors du crash de Roswell en 1947. 17 minutes de vidéo où le monde découvre stupéfait un extraterrestre mort avec une blessure à la jambe qui est en train d'être disséqué par des scientifiques. Bon, Jacques Pradel et tous les journalistes mainstream vont manger leur chapeau. Les techniciens qui ont pris part à cet étrange tournage admettent qu'il s'agit d'un canular. Le producteur, lui, n'en démord pas. Tout comme de nombreux ufologues, pour qui cette vidéo n'est peut-être pas si fausse. Selon eux, nous aurions encore affaire à une opération de manipulation. Oui, et cela relance l'intérêt, s'il était encore nécessaire, pour l'affaire du crash de Roswell. Ce qui contraint les autorités américaines à remettre en place une commission chargée d'établir la vérité sur ce qui s'est passé en 1947 et pour mettre fin à la polémique. Un nouveau rapport encore, et celui-ci identifie les débris comme provenant d'une expérience gouvernementale, alors top secrète, le projet Mogul. Projet qui consistait en des réseaux de ballons météorologiques transportant des microphones et des émetteurs radioélectriques pour détecter les tests nucléaires et les missiles antibalistiques de l'Union soviétique, à l'époque bénie dans tous parano de la guerre froide. Ce rapport ne convainc pas. Les ufologues démontent la thèse officielle par un simple argument. Les ballons météo de Mogul, gonflés à l'hélium, n'explosent pas. Ils n'ont donc pas pu provoquer la violente explosion et le champ de débris découvert à Roswell. Et Roswell reste donc le cas d'école qui montre que l'armée américaine persiste à entretenir le mensonge. Les théories conspirationnistes se multiplient. Et du côté des scientifiques, certains unissent leurs forces pour éclaircir le mystère qui entoure les ovnis et les extraterrestres. Parlons maintenant du projet Disclosure, lancé au milieu des années 90 par le docteur Stephen Greer. Oui, ce projet Disclosure, divulgation en français, c'est le premier mouvement citoyen d'ampleur qui a pour vocation de révéler au public ce qui est caché par les autorités depuis 50 ans.
C'est un recueil de témoignages provenant de 400 personnes. Citons par exemple Edgar Mitchell, le dernier astronaute ayant voyagé sur la Lune. Beaucoup de témoignages sont donnés par d'anciens employés ou encore en activité, de la NASA, de l'US Navy, l'US Air Force ou même de la CIA. Et le point commun de ces 400 témoins est qu'ils affirment avoir vu, et parfois même de très près, des ovnis ou des preuves de vie extraterrestre. Et ils soupçonnent le gouvernement américain d'avoir connaissance de cette technologie extraterrestre et de l'utiliser en secret. Vous êtes tous parano. Nous sommes maintenant à la fin des années 90. Internet permet alors aux ufologues amateurs du monde entier d'échanger leurs informations, mais aussi d'en dénicher. Et c'est le cas avec un Anglais qui va parvenir à faire ce qui a été nommé par la presse mondiale le hacking du siècle. Allons chez Gary McKinnon. Oula, ça sent le renfermé ici. Ouais, ça sent pas très bon. Ouais. C'est Gary McKinnon sur son ordi là, non ? On dirait Neo dans Matrix, mais en version pas lavée et en robe de chambre. C'est sûr, c'est pas la grande forme. Mais attention, ne pas se fier aux apparences. Ce monsieur est en train de faire le plus grand piratage du siècle. Bon, ok. Bon alors, qui est ce fameux Gary McKinnon ? Il a un nom à consonance écossaise en tout cas. Très bien vu, puisque Gary McKinnon est né à Glasgow au milieu des années 60. Alors il grandit dans un village de la campagne écossaise du nom de Bonnybridge. Et dès son plus jeune âge, il se passionne pour l'astronomie. À 12 ans, il a sa première expérience avec un ovni. Il aperçoit dans le ciel une lumière qui zigzague et puis qui disparaît. Rencontre du premier type donc. Bref, en grandissant, Gary est de plus en plus captivé, voire obsédé par les ovnis. Et petite précision, il n'habite pas n'importe où, puisque Bonnybridge, elle est surnommée tout simplement la capitale écossaise des ovnis. Pas mal. Rien qu'entre 1992 et 1994, c'est plus de 600 objets volants non identifiés qui ont été observés. Ça donne envie d'y aller en vacances. Bon, à 15 ans, Gary s'inscrit dans une association britannique de recherche sur les ovnis. Il grandit, devient informaticien, descend à Londres et travaille comme administrateur système. Ouais, un bien grand mot pour dire qu'il installe Windows sur des ordis de bureau. Enfin, toujours est-il qu'à la fin des années 90, il découvre le projet Disclosure et nous voilà en 2002. Oui, Gary a presque la quarantaine. Il est au chômage depuis 2 ans, sa femme l'a quitté, il passe son temps dans son appart, en robe de chambre, comme on l'a vu, il ne se lave plus, et il fouine sur le web à la recherche d'infos sur les ovnis. Donc il est vraiment marqué par ce projet Disclosure, et pour apporter sa pierre à cet édifice collectif, il va commencer par s'infiltrer dans les réseaux les plus sécurisés du monde. Oui, et pas des moindres. Il se balade dans les fichiers de l'US Navy, l'US Air Force, la NASA, le Pentagone ou encore la NSA, le tout depuis son appartement londonien et en pantoufles, parce qu'on n'avait pas vu ses pieds encore. Et surtout, à cette époque, il ne dispose que d'un modem 56K. Ah oui, tiens, écoute. Ça te rappelle quelque chose ? Alors il fait des recherches, et de son propre aveu, sur tout ce qu'il a vu, 99% du contenu était inutile. Mais le dernier pourcent qui reste est incroyable. Ouais, en s'introduisant dans le système de l'US Space Command, entité du département de la Défense chargée de commander l'armement nucléaire américain. Pas n'importe quoi. Le mec, il installe le système Windows, mais il arrive quand même à infiltrer les plus grands réseaux sécurisés. McKinnon, donc, aurait visité un ordinateur contenant un fichier Excel étonnant. Oui, il découvre sur cette feuille des noms et des grades, et ce tableau est titré « Non-Terrestrial Officer ». Traduction ? Officier non terrestre. Bon, écoutons-le. C'était notifié officier non terrestre. Et de toute évidence, ce n'étaient pas des petits hommes verts. Je me disais donc, de quel corps d'armée s'agit-il ? Cette expression ne figure nulle part sur le web, dans la documentation officielle de l'armée. Il y avait aussi une liste de transferts de vaisseau à vaisseau ou de flotte à flotte. Les transferts de flotte à flotte impliquent de nombreux vaisseaux, du mouvement de matériel. Ces vaisseaux-là n'étaient pas des bâtiments de l'US Navy. Il a donc semblé clair qu'une force de Marines de l'espace avait été créée. McKinnon pense avoir trouvé la preuve que l'armée américaine était en train de constituer un corps de Marines de l'espace, qui se déplacerait dans une flotte de vaisseaux utilisant une technologie extraterrestre rétro-créée donc. Gary a également entendu dire que la NASA retouche des photos de la Terre vues de l'espace. Et pourquoi il ferait ça ? Pour cacher la présence d'ovnis et de vaisseaux spatiaux qui stationnent en orbite, voyons. Ah oui, bah oui.
Et donc il se met en tête de trouver les images originales. Et Gary, il est fort. Il y parvient rapidement. Problème, les images pèsent au moins 2 à 300 mégaoctets, ce qui est rien pour aujourd'hui, mais avec son modem 56K, il lui faut, selon ses calculs, 17 heures pour en afficher une seule sur son écran. Alors il décide donc d'entrer dans le système pour changer la résolution de l'image. Et Gary, rien ne lui résiste. Et se dévoile lentement. Ah oui, lentement, c'est le 56K. Une image spatiale de la Terre. En premier plan, on y voit un vaisseau spatial ayant la forme d'un long cigare. Ce que j'ai vu, c'était des nuances de gris. L'hémisphère terrestre occupait les 2/3 de l'écran, et à mi-distance, entre le haut de l'hémisphère et le bas de l'image, se trouvait un objet en forme classique de cigare. Aucune soudure, aucun rivet, pas d'antenne télémétrique, rien de ce genre. Il ne semblait pas être d'origine humaine. Aucun détail de fabrication humaine. Et là, tout à coup, McKinnon voit son pointeur de souris se mettre à bouger tout seul sur son écran. Il comprend qu'il a attiré l'attention des services de sécurité. Il débranche son ordinateur. Trop tard. Gary McKinnon est arrêté par la police britannique. Les États-Unis demandent alors son extradition. Heureusement pour lui, il n'est pas extradé parce que là, c'était direction Guantanamo. Il paraît aussi que pour avoir la paix, il n'a pas tout révélé de ce qu'il a découvert. Tous parano. Tous parano. Tous parano. De toute façon, pour beaucoup, la vérité est ailleurs. Si des ovnis sont trouvés, pourquoi ne mettrions-nous pas la main sur leurs occupants ? Oui, et comme les vaisseaux, les cacher dans la zone 51 par exemple. Une thèse, là encore, alimentée par le témoignage de Bob Lazar, qui assure avoir aperçu un petit extraterrestre gris dans une pièce, entouré de 2 hommes en manteau blanc, avant qu'un garde ne l'empêche d'en voir plus. Un autre individu, dénommé Victor, prétendant lui aussi avoir travaillé dans la zone 51, a déclaré dans une interview radiophonique, ça c'était en 97, avoir été témoin d'un interrogatoire musclé. Il fournit même une vidéo de mauvaise qualité censée montrer un officier humain communiquant par télépathie avec un pilote extraterrestre abattu par l'US Air Force. Télépathie musclée, quoi. C'est ça. Allez, on va parler de cela et je te propose de nous rapprocher du spécialiste en la matière, Emery Smith. Avec plaisir. Un connaisseur en aliens, Emery. Oui, accrochez-vous parce qu'on va aller encore plus loin. Donc Emery Smith, c'est un militaire de l'US Air Force. Encore un. Il se présente par contre comme un lanceur d'alerte. Et il affirme depuis sa démission de l'armée en 2017 avoir travaillé sur tout un tas de spécimens, venus d'ailleurs depuis le début des années 90. Il dit que ça s'est passé dans un laboratoire nommé Sandia, situé dans une base secrète dans le désert du Nouveau-Mexique, enfoui sous 50 étages dans le sol, avec là tous les aspects du film de science-fiction. Oui, Emery Smith décrit tout d'abord un ascenseur futuriste qui descend dans les entrailles de la Terre, puis des couloirs blancs gigantesques, très très longs, il y a des tapis roulants rapides, des portes comme dans Star Trek. Wouch. Ouais, ça c'est mal, bon, hein. Ouais, il le décrit comme ça aussi. Wouch. Oui, des portes qui s'ouvrent avec l'empreinte digitale ou rétinienne. La voix aussi, je crois qu'il dit ça. Comme mon téléphone. Bon, bref, un laboratoire biologique de pointe où l'on vêtit une combinaison étanche, où on se branche au mur pour l'oxygène et la communication, où tout est enregistré, même le rythme cardiaque, pour voir comment on réagit au stress face à ce qu'on vous met sous les yeux, parce qu'on lui met des agrès-choses sous les yeux. Et oui, car on donnait à Emery Smith des tissus étranges à disséquer et à analyser. Ouais. D'abord, ce sont des parties de corps issus de manipulations génétiques secrètes qui mélangent, si on veut, animal et végétal. Oui, et puis ensuite, il aurait gagné la confiance de ses supérieurs, et là, on lui aurait confié des clones humains, hybrides, et enfin des extraterrestres. Et ça a duré des années, hein. Il en a vu de tout type et de toute forme. Écoutez. Il y a beaucoup de types d'extraterrestres différents, avec des apparences très différentes. Leur point commun, c'est qu'ils ont tous de l'ADN humain. Ensuite, ils ont tous une tête, 2 bras et 2 jambes. Et cela est vraiment fascinant. Ce qu'il dit aussi, c'est qu'il en a vu qui mesuraient entre 2,50 m et 4 mètres de haut, alors que d'autres à peine faisaient 40 à 50 cm. Au bout de 10 ans de dissection d'extraterrestres, on donne à Emery Smith un corps encore chaud à analyser, dit-il. Et pour lui, là c'est un choc. Il se demande ce qu'il fait là, il craque, il démissionne.
Mais ce qui va selon lui le mettre en danger, ce n'est pas de raconter son travail sur ses clones, ses hybrides, ses extraterrestres. Ben oui, personne ne le croit, c'est trop gros, quoi. Oui, c'est plutôt difficile à croire, tous ces hybrides et ces extraterrestres. Ah oui, mais lorsqu'il va parler d'énergie libre, tu sais, cette fameuse pierre philosophale technologique qui permettrait de voler sans peine, il va s'attirer des ennuis. Pour lui, c'est le complexe militaro-industriel qui tient à garder tout cela secret. Bien sûr. Aussi bien les découvertes en génétique que celles sur les systèmes de propulsion, d'énergie libre ou d'antigravité. Et ce qui attire d'autant plus l'attention pour les partisans de cette théorie du complot, puisque officiellement le gouvernement n'étudie pas les ovnis. Eh bien, une enquête du très sérieux Washington Post révèle que le Pentagone a bien mené un programme secret d'études des ovnis de 2007 à 2012. Eh oui, le ministère de la Défense a avoué que ce programme, doté d'un budget de 22 millions de dollars annuel, est nommé l'Advanced Aerospatial Threat Identification Program, ou AATIP. Cet argent a été attribué en grande partie à une société privée qui s'appelle la Bigelow Aerospace. C'est une société qui est basée à Las Vegas, dirigée par un certain Robert Bigelow. Ah oui, lui c'est un riche homme d'affaires, il est connu depuis plusieurs années pour s'intéresser justement aux ovnis. Et il a remporté l'appel d'offres. Et ce qui est étonnant à remarquer, et que remarquent les ufologues évidemment, c'est que sa société a pour mission, entre guillemets, d'identifier, d'évaluer et d'acquérir des technologies nouvelles et émergentes. Oui, traduction pour les initiés, Bigelow est chargé par l'AATIP d'étudier des fragments d'ovnis accidentés. Et Bigelow, dans les interviews, s'il laisse planer le doute sur une rencontre avec un extraterrestre, en tout cas, il affirme croire en une intelligence d'une autre planète. Croyez-vous aux extraterrestres ? J'en suis absolument convaincu. Il n'y a pas de doute à cela. Croyez-vous également que des ovnis soient venus sur Terre ? Il y a eu et il y a encore une présence extraterrestre sur la Terre. J'ai dépensé des millions et des millions, sans doute plus que n'importe qui aux États-Unis, sur cette question. Pensez-vous qu'au cours de nos futurs voyages spatiaux, nous rencontrerons une autre forme de vie intelligente ? On n'a besoin d'aller nulle part pour ça. On peut la trouver ici ? Oui. Et donc, au-delà de la réalité des ovnis et que leur présence dans le ciel peut être interprétée de différentes manières, notre Bigelow sous-entend que les extraterrestres sont parmi nous. Et oui, et pour preuve, il y a aujourd'hui de nombreuses personnes qui prétendent avoir été enlevées par des extraterrestres. On les appelle, dans le jargon ufologique, les abductés. Tous parano. C'est ce qui est le plus troublant dans cette affaire d'aliens et d'ovnis. Si de curieux vaisseaux se baladent dans le ciel, il semble aussi qu'ils se posent ou s'arrêtent ça et là pour d'obscures raisons. Oui, on compte chaque année de nombreuses mutilations d'animaux recensées par les spécialistes comme étant l'œuvre d'extraterrestres. Déjà, c'est inquiétant. Mais il y a aussi de nombreux témoignages où ce sont des anonymes qui racontent avoir été enlevés, abductés, avec une multitude de détails. Tu veux dire des enlèvements par des extraterrestres ? Oui, il y en a plein. Mon histoire, c'est qu'en fait, j'ai ma mère qui s'est retrouvée impliquée dans des travaux d'hybridation. Et un jour, ils l'ont inséminée. Sur les 5 enfants, c'est tombé sur moi. Et puis, j'ai dû subir ça pendant. Et puis, je le subis encore aujourd'hui, quoi. Des abductions, des absences, des accouplements forcés. Comment veux-tu avoir une vie normale en vivant tout ça ? Je me réveille et au-dessus de moi, je vois comme une lampe en spirale. C'est un néon blanc. Je suis allongée. Je sens que je ne suis pas chez moi. Et là, ça va pas du tout. Parce qu'au fur et à mesure que je me rends compte que je ne suis pas chez moi, je ressens une douleur énorme dans le dos, flanc gauche. Et là, j'ai des vertiges, je me sens pas bien, j'ai les jambes qui flageolent. Je me rends aux toilettes. Et je m'aperçois que j'ai des saignements. Des saignements gynécologiques qui n'ont rien à voir avec mon cycle. Et là, je suis prise premièrement de tristesse, de colère, et je me dis, on m'a touchée, on m'a fait quelque chose. Et je sais que c'est eux. Je sais que c'est eux. Il était midi, 13h, on devait déjeuner. Je me suis arrêté dans le potager, et devant moi, il y avait ces pieds de maïs. Et j'ai entendu du bruit. J'ai appelé les enfants que je connaissais du quartier pour savoir si c'était eux qui étaient là. Personne n'a répondu, il y a eu un coup de silence comme ça, et puis tout d'un coup, sont apparus 4 petits gris devant moi, on va dire une entité qui n'appartient pas à cette planète. Alors ça a commencé dans les années 50,
Et on en compte aujourd'hui, maintenant, des milliers qui ont vécu cette expérience surnaturelle, généralement traumatisante. Oui, mais justement suffisamment traumatisante pour qu'une abductée monte un jour une association de soutien à ces personnes enlevées par des extraterrestres. Cette association est nommée le CERO, Contact Enlèvement lors de rencontres OVNI. Oui, là nous sommes en France, et cette abductée, elle s'appelle Myriam Bellemire. Les extraterrestres l'auraient donc enlevée en 1987. Alors, quelques éléments sur son profil. C'est une informaticienne à la retraite et elle a été membre de la commission astronautique de l'Aéroclub de France. Je te donne en mille l'acronyme. C'est la CAF. La CAF. Bon. Elle donne pas d'argent, celle-ci, regarde. Ouais. Le ciel. Et donc, elle co-préside le CERO France, qui visiblement en fait des petits, avec la psychologue Isabelle de Cocheco. Le CERO reçoit donc les abductés français pour les aider à surmonter cette expérience. Bellemire estime que des centaines de personnes se font enlever en France, des milliers aux États-Unis, et ce, chaque année. Des chiffres évidemment impossibles à vérifier, puisqu'il n'existe aucun registre officiel, malheureusement, au sujet des enlèvements extraterrestres. Le chiffre qu'on peut donner avec certitude, par contre, c'est le nombre d'adhérents de cette association, 50 membres. Bon, ils sont tous des anciens abductés, et ils pensent tous que les extraterrestres sont parmi nous. Écoutons Isabelle de Cocheco nous les décrire. On parle toujours des petits gris en tant qu'extraterrestres, mais on voit qu'il y a un éventail beaucoup plus large, beaucoup plus varié. Il peut y avoir des grands blancs, des grands humanoïdes blancs. Humanoïdes vraiment dans le sens où ils ressembleraient à des humains, qui eux sont plutôt angéliques, seraient plutôt... Il y a des êtres bleus qui ont une tête un peu d'oiseau et qui eux seraient aussi de type très amicaux. Il peut y avoir aussi des mantes religieuses. C'est-à-dire que vraiment des insectoïdes. Beaucoup de gens voient par exemple des reptiliens. Il semblerait, à travers ce que j'ai entendu comme récit, qu'il y a toujours une structure bipède, avec une tête de reptilien, des écailles, etc. Donc là encore une fois, on a l'impression que les sortes ou les races ne sont pas standardisées. Voilà. Alors, deux choses à ça, évidemment. Quand on est psychologue, on se dit, bon, ok, soit il y a des gens qui viennent et qui se mettent de plus en plus en contact, soit un sociologue ou un débunker pour dire mais oui, mais ça se dit de plus en plus, donc les gens vont de plus en plus prendre ça comme référence. Soit on peut penser qu'ils ont leur propre agenda et qu'ils viennent effectivement voir les humains pour telle ou telle raison. Eh ben, sacré bestiole. C'est vrai que ça peut être traumatisant de se retrouver enlevé par ces créatures étranges. Ah oui, d'où le travail de la psychologue que nous avons entendu. Mais ce qui peut se passer aussi dans les cas d'une abduction, c'est tout simplement d'avoir tout oublié. L'amnésie, quoi. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y aurait des individus capables de gommer les traces de ces événements ? Ah oui, tu veux dire en ridiculisant les uns, en rendant fous les autres, ou en créant de toutes pièces des fausses histoires pour mieux noyer le poisson, en fait. Je suis sûr que tu veux parler d'agents secrets un peu particuliers, genre Men in Black. Ah mais je veux carrément parler des Men in Black, puisqu'ils existeraient bel et bien. En tout cas, si on en croit les récits des témoins que l'on a depuis les années 50. Oui, on a tous en tête le film produit par Steven Spielberg, qui serait directement d'ailleurs inspiré de ces témoignages. En dehors du stéréotype du costume et des lunettes noires, ils sont souvent décrits par les témoins comme portant des vêtements passés de mode. Ah mais comme toi. J'ai pas de costard, moi, ni de lunettes là. Ouais. Ceux qui disent avoir eu affaire à ces Men in Black se sont étonnés que ces hommes semblaient toujours posséder des informations précises sur les personnes auxquelles ils rendent visite, comme si elles avaient été sous surveillance pendant une longue période. Il y a plein de choses troublantes. Leur voix est souvent décrite comme nasillarde ou électronique, et ils sembleraient être désorientés par les simples objets de la vie quotidienne. Genre, il est en face de toi, il te parle, puis il voit une éponge sur le bord de l'évier et il se bloque. Alors des abductions, des bêtes mutilées, des hommes en noir qui effacent toute trace de passage d'aliens, tout ça est bien organisé, Gaël, ça sent le complot. Oui, et c'est ce qui va nous amener à notre deuxième théorie, merveilleuse théorie de la Fédération Galactique. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Pour comprendre cette loi du silence, nous allons nous intéresser aux recherches menées par un Américain qui vit, encore une fois, au Nouveau-Mexique.
Paul Benevitz. Ouais, lui, c'est un industriel spécialisé dans le matériel électrique. Et c'est au début des années 1980 qu'il observe dans le ciel de curieuses lumières. Tout naturellement, il se met à s'intéresser aux ovnis. Passionné, Benevitz adhère à une association d'ufologie qui s'appelle l'APRO, l'Aerial Phenomena Research Organization. L'organisation pour la recherche en phénomènes aériens. Et il documente, il filme sans relâche tout ce qu'il voit. Et il en voit des choses, puisqu'il a des amis militaires qui le préviennent quand quelque chose de suspect apparaît dans le ciel. Ouais, sympa ces amis militaires. En tout cas, il collectionne des heures d'enregistrement. Et un jour, en 1980, il rencontre Myrna Hansen, une femme qui lui raconte qu'elle et son fils ont été enlevés par des extraterrestres. Il fait alors appel à un hypnotiseur renommé et Myrna Hansen commence des séances. Et sous hypnose, elle indique que non seulement elle a vu plusieurs ovnis lors de son abduction, mais qu'elle a vu également du bétail être enlevé. Elle ajoute qu'avec son fils, ils ont ensuite été emmenés dans une base souterraine secrète. Là, ils auraient vu des animaux mutilés et drainés de leur sang, ainsi que des cuves remplies de morceaux de corps humain. Et elle ajoute qu'une plaque d'acier a été implantée dans son cerveau gauche, qu'on a fait la même chose à son fils également. Et tout cela pour leur protection aussi bien que pour contrôler leur esprit à travers ces dispositifs. Benevitz, il est marqué profondément par le récit de Hansen. Et il est désormais convaincu que des extraterrestres se livrent à d'inquiétantes expériences sur les humains et les animaux. Il fabrique alors une antenne avec des récepteurs pour recevoir des transmissions électromagnétiques basse fréquence. Grâce à cela, il va pouvoir capter les ondes émises par les appareils extraterrestres, tels que les implants de la mère Hansen et de son fils. Et là, ça se complique. Benevitz se sent surveillé, même en danger. Il en vient rapidement à penser que si les militaires américains s'en prennent à lui, c'est parce qu'ils collaborent eux-mêmes avec des extraterrestres. Et oui, et peu à peu, il échafaude le scénario d'un pacte liant extraterrestres et gouvernement des USA. Et régulièrement, il continue d'envoyer des rapports à son association d'ufologues, l'APRO. Et en 1982, on juge son travail assez intéressant pour qu'un certain Leonard Moore, l'un des directeurs de l'APRO, vienne à sa rencontre. Oui, et Benevitz raconte à Moore que les transmissions électromagnétiques qu'il a reçues indiquent que 2 types d'extraterrestres ont envahi les USA. Alors il y a d'un côté les blancs, qui sont pacifiques, et de l'autre, les gris, qui seraient, selon lui, responsables des mutilations de bétail et des enlèvements d'humains. Les gris, ils ont passé un traité avec le gouvernement américain, leur permettant de construire une base souterraine sur notre planète. Les extraterrestres, cependant, seraient en passe de rompre ce traité. Et alors il dit tout ça à Leonard Moore, et son confident, loin de s'étonner, lui remet alors entre les mains un document signé par le président Truman, émanant d'un mystérieux groupe secret, le Majestic 12. Benevitz n'en revient pas. Et là, il craque un petit peu, ça commence à le rendre vraiment paranoïaque. Le Majestic 12, qu'est-ce que c'est ? Ça serait un groupe secret formé de scientifiques, de militaires, s'intéressant aux activités extraterrestres créées à l'initiative du président Truman en 1947. 1947, ça nous ramène à Roswell. Souvenez-vous, l'US Air Force aurait découvert, en plus de la soucoupe, 3 extraterrestres morts et un bien vivant. Et celui qui a survécu à ce crash aurait été recueilli. Détenu par les forces militaires, mais bien traité, dit-on. Et au bout d'un certain temps, cet extraterrestre aurait contacté sa planète d'origine. Un petit peu comme avec des prisonniers de guerre. Pourquoi pas lui donner le droit à un coup de fil ? Ouais, il avait un bon avocat, c'est ça. En tout cas, ça a marché, puisqu'il aurait finalement été rapatrié. Incroyable. Mais l'histoire continue, car cela aurait conduit à l'établissement, écoute bien Gaël, d'une sorte de relation diplomatique entre le gouvernement américain et les habitants de son monde d'origine, une planète du système stellaire nommée Zeta Reticuli. Et en tout cas, seuls les membres du Majestic 12 auraient été dans la confidence et chargés de négocier, d'ailleurs, une rencontre entre les extraterrestres et le président Dwight Eisenhower. Et c'est à ce moment-là qu'un accord aurait été conclu, un accord permettant aux extraterrestres d'étudier la biologie humaine, d'où les enlèvements, les mutilations animales, en échange de l'utilisation des technologies extraterrestres. Et il a même été suggéré que John Fitzgerald Kennedy menaçait de révéler les négociations entre les extraterrestres et le Majestic 12, et que ça a été la principale raison de son assassinat. Oui, attends, on va pas trop vite. Kennedy, on va reparler avec force détail très bientôt. Ne gâche pas tout. Ça, c'est du teaser. Donc, pour résumer, il y aurait une présence alien sur Terre, dont les gouvernements seraient au courant.
Et suite à un accord, on serait tenu à l'écart de cette nouvelle. Bah oui, c'est ça. Hein. Ils peuvent étudier les spécimens terrestres et nous, les humains, enfin pas toi et moi, mais on étudie leur technologie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pas mal d'officiels, des personnalités éminentes, depuis quelques années commencent à livrer des informations qui vont, il faut bien le dire, un petit peu dans ce sens. Pense à Timothy Good, un ancien consultant du gouvernement américain. Lui, il a déclaré en 2012 sur une chaîne britannique qu'Eisenhower aurait rencontré les extraterrestres 3 fois. Et il raconte comment, hein. Des curieux engins se seraient posés à proximité de Air Force One, l'avion présidentiel. Le président serait monté à bord de ces soucoupes pour discuter, entre guillemets, toujours selon les témoins aujourd'hui introuvables, discuter de l'opportunité de révéler au monde l'existence de la vie ailleurs que sur notre planète. Il précise que la première réunion était censée avoir lieu avec des aliens qui étaient de type nordique. Donc c'est les Blancs ? Je pense. Mais l'accord a finalement été signé avec une race appelée les aliens gris. Ah, les petits malfaisants. Confirmant les propos de Benvitz. Tous parano. De nombreux gouvernements seraient bien au courant de ces échanges avec les extraterrestres. En 2015, c'est Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada, qui témoigne en public que les ovnis et les extraterrestres existent et qu'ils sont parmi nous en secret. Lui aussi parle de plusieurs espèces d'extraterrestres et il évoque, lui aussi, un groupe secret qui contrôle le monde dans le but de former un sinistre gouvernement planétaire. Écoutez bien, parce que ce qui rend les choses encore plus incroyables, c'est que dans l'extrait sonore qu'on va écouter, il parle dans le cadre d'une commission officielle au Canada. Les ovnis sont aussi réels que les avions qui volent au-dessus de nos têtes. Il y a différentes espèces, et au moins 2 d'entre elles travaillent avec le gouvernement des États-Unis. Une autre espèce dont j'ai pris connaissance récemment s'appelle les Grands Blancs. Et ces Grands Blancs vivent sur une base de l'US Air Force, collaborant avec l'armée américaine et partagent leur technologie. Je pense que les contribuables sont tout à fait capables d'accepter cette réalité nouvelle qui élargit nos consciences. Nous vivons dans un cosmos grouillant de vie de toutes sortes. Le fait que d'autres civilisations soient plus avancées devrait nous rendre humbles. Mais leur existence est gardée secrète par ceux-là même qui ont intérêt à contrôler nos destinées. Le Council of Foreign Relations, le groupe Bilderberg, la Commission trilatérale, le cartel international des banques, des pétroliers, les responsables de plusieurs agences de renseignement, ainsi que d'éminents membres de l'armée. Ensemble, ils forment un gouvernement fantôme, non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour la plupart des pays occidentaux. Le but de ce jeu est de former un gouvernement mondial qui comprend des membres de la cabale qui n'est plus élu par personne ni redevable envers personne. Paul Hellyer parle d'une cabale contre laquelle nous ne pouvons rien, mais tient, avec ses déclarations, dans un cénacle parlementaire, à mettre en garde son pays. Ce sont vraiment des révélations étonnantes, hein. Mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi un fameux astronaute intarissable sur le sujet des extraterrestres. Oui, c'est Edgar Mitchell, l'un des derniers à avoir mis le pied sur la Lune lors de la mission Apollo 14. Et pour lui, c'est simple. Les extraterrestres nous ont empêchés de déclencher une guerre nucléaire. Ils ont maintenu même la paix sur Terre. Je cite Edgar Mitchell. J'ai discuté avec de nombreux officiers de l'US Air Force, des officiers qui travaillaient dans les silos nucléaires pendant la guerre froide. Ils m'ont confirmé que des ovnis survolaient souvent ces zones stratégiques et qu'ils ont même régulièrement désactivé des missiles. D'autres officiers, en poste sur la côte ouest, m'ont dit que des ovnis ont même abattu des missiles en cours de test. On lui en a dit des choses, hein. Mitchell, disparu en 2016, est donc parti avec ses secrets. Il a donné de rares interviews et puis il est tombé comme pas mal d'astronautes des missions Apollo dans une sorte d'ermitage mystique. Poursuivons la liste des officiels qui prennent la parole avec la plus récente et retentissante des déclarations, celle de Haïm Eshed. Oui, Haïm Eshed, 87 ans, c'est pas n'importe qui, hein, général, professeur d'université. Il a été à la tête du programme spatial de l'État hébreu pendant plus de 30 ans. Il a révélé en 2020 que les extraterrestres ont conclu avec les États-Unis une alliance au sein de ce qu'il appelle une fédération galactique. Waouh! Cette coopération se traduit par l'existence d'une base secrète sur Mars où des Américains et des représentants extraterrestres
travaillent de concert. Et selon lui, Donald Trump était parfaitement au courant de cette collaboration. Et il était même sur le point de la révéler au grand public. Mais il en aurait été dissuadé par la Fédération Galactique elle-même, estimant que cette divulgation déclencherait une panique mondiale. Pour Haïm Eshed, la Fédération Galactique estime que l'humanité doit encore évoluer avant d'être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux. Je sens qu'ils nous écoutent. Tous parano. Serait-ce le moment, Gaël, de parler de To The Star Academy ? Et là, je pense que c'est le moment. To The Star Academy, c'est le mouvement lancé par Tom DeLonge. Oui, si vous écoutez du rock, vous avez peut-être entendu parler du groupe Blink-182. Tu es allé le voir en concert, toi, non ? J'ai vu le premier concert en 1998 à Marseille de ce groupe, dans le cadre du Vans Warped Tour, si tu veux tout savoir. Ouais, je veux tout savoir. Voilà. Et donc, Blink-182... C'est un trio et Tom DeLonge, c'était le chanteur de ce groupe californien, bien entendu. Oui, lui, il est né en 75, il a fait fortune donc avec ce groupe, grâce à des gens comme toi qui ont acheté leur ticket de concert à la fin des années 90, et puis vendu des disques, 25 millions quand même. Il quitte ce groupe en 2015 pour se consacrer à son projet concernant les ovnis. Le dernier concert que j'ai joué, c'était devant 100 000 personnes. Et tout le monde veut savoir pourquoi j'arrête. Je réponds parce que c'est le moment dans ma vie où je veux être en mesure de pouvoir regarder en arrière quand je serai vieux et me dire « Oh mon Dieu, je faisais partie de l'équipe qui a changé le monde ». Et il a réussi progressivement à nouer des relations avec des officiers et des personnages haut placés dans l'industrie aérospatiale, le monde de renseignement, le ministère de la Défense et la NASA. Des sources de premier ordre qui travailleraient avec lui afin de développer, tiens-toi bien Gaël, un plan de divulgation graduelle de cette information qui s'adresserait principalement aux jeunes. Ce serait donc un plan qui doit nous permettre petit à petit de nous habituer à la réalité des extraterrestres. Oui, c'est ça l'idée. Et en 2017, dans cet esprit, dans cette perspective, To The Star Academy dévoile 3 vidéos déclassées par le département de la Défense, des vidéos tournées par des militaires. Et qu'est-ce qu'on y voit ? Des engins volants au comportement pour le moins surprenant. Et suite à cela, les langues se délient encore, avec de nombreux officiels qui prennent la parole pour témoigner de la réalité du phénomène. L'armée américaine a même, au début de l'été 2021, dans un rapport officiel, et pour la première fois, avoué à demi-mot la réalité des ovnis. Ces images ont été tournées par des pilotes de la marine américaine. En octobre 2015, alors qu'ils volent au large de la Floride, leur radar enregistre une scène étrange. Au loin, un engin sans propulsion apparente qui se déplace à une vitesse hypersonique, défiant ainsi les possibilités de l'aéronautique. Impossible à l'époque de savoir s'il s'agissait d'un ovni. Les autorités américaines refusaient de communiquer sur le sujet jusqu'à la semaine dernière. Dans un communiqué, l'US Navy confirme l'authenticité de cette vidéo sans pour autant être capable d'identifier l'aéronef. Et donc cela ne serait que le début d'un plan de révélation pour nous autres pauvres ignorants terriens. Selon une déclaration du groupe To The Star Academy, il y a maintenant assez d'éléments crédibles prouvant qu'il existe, je cite, des technologies exotiques qui pourraient révolutionner l'expérience humaine. Et si on a entendu par le passé que les extraterrestres ont renforcé leur surveillance sur les activités humaines suite à notre découverte du nucléaire qui les a effrayés, pourquoi viendraient-ils aujourd'hui montrer le bout de leur ovni ? Eh bien, parce que nous sommes à un moment charnière de notre évolution. Entre réchauffement climatique, destruction des écosystèmes et extinction massive d'espèces, ils seraient inquiets de notre devenir. Et donc, ils vont venir nous taper sur les doigts ? Je dirais plutôt qu'ils vont venir prendre notre destin en main. Nous venons de le voir, les ovnis nous accompagnent depuis la dernière guerre. Fantasme alimenté par la peur de la destruction nucléaire, nourri par la littérature de science-fiction, difficile de démêler le vrai du faux dans les milliers d'observations de phénomènes étranges. Le doute est naturellement renforcé par l'attitude des autorités face à ces événements depuis plus de 50 ans. Jeu de poker menteur durant la guerre froide, course à la manipulation, ce qui est certain dans cette étonnante histoire des ovnis et des extraterrestres, c'est que chaque information peut être retournée et réinterprétée. Car la particularité du récit d'un contact avec un extraterrestre, c'est qu'il est impossible par nature à vérifier. Il arrive à un instant T, il est impossible à reproduire et ne se base que sur le récit des témoins, bref, sur une foi.
Et si les autorités nient l'existence de phénomènes inexplicables, c'est que les États ne peuvent avouer leur ignorance ou leur incapacité à maîtriser des intrus au sein de leurs frontières. Et pourtant, cela est en train de changer. Les ovnis sont donc de moins en moins un sujet de moquerie. En France, les gendarmes sont même incités par leur hiérarchie à faire remonter les témoignages, alors qu'avant, on ne s'en occupait pas. Nous n'aurions pas conçu cet épisode de la même manière il y a seulement 1 an. Mais depuis l'été 2021, les choses bougent. Les gouvernements, en particulier le gouvernement américain, sont en train de modifier leur communication sur ce sujet. Pour la première fois de l'histoire, la Navy, l'US Air Force ont eux-mêmes publié des images d'ovnis, qu'ils valident comme telles. Aveu de faiblesse ou début d'une phase de révélation qui nous prépare à côtoyer des êtres venus de planètes lointaines, ici encore, c'est une affaire de foi. Oui, mais le plus inquiétant peut-être, c'est que dès à présent, les spécialistes estiment qu'en cas de dévoilement de l'hypothèse extraterrestre, nous ne soyons pas capables d'encaisser la nouvelle. C'est que pour nous, qui bombons le torse sur la Terre depuis des millénaires en nous croyant en haut de l'échelle de l'évolution, nous ne serions d'un coup plus aussi dominants. Et nous serions de fait plus maîtres de notre destin, avec comme alternative, revoir toutes nos certitudes ou le suicide collectif. De quoi nous rendre tous parano. Allez, on se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Si vous aimez les conspirations en tout genre, explorer les dédales de nos psychoses collectives, si vous êtes fasciné par l'étrangeté de l'histoire, ou simplement curieux de savoir, vous êtes là où il faut, c'est Tous Parano. Comme tous les paranos, on sait qu'on est suivi et écouté, mais peut-être pas assez. Alors, abonnez-vous au podcast, likez, partagez, bref, conspirez, pour faire de Tous Parano le vadémécum de la complosphère à emporter partout. Oui, enfin peut-être pas partout, faut quand même faire attention. On n'est jamais assez parano. T'as raison. On nous écoute. Et qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute une chanson qui date de 1990, une chanson, je devrais dire un morceau, d'un certain DJ dédié. Est-ce que tu sais qui c'est ? Ce serait pas un Belge qui était avec Benny B de Mais vous êtes fou, oh oui ? Exactement, c'est un morceau solo donc du turntabliste de Benny B. Le morceau s'appelle Do You Speak Martien ? Alors c'est dédié à tous ceux qui adorent les scratchs hip-hop de l'époque. Et la dance. Ah oui, parce qu'à l'époque, les rythmes sont beaucoup plus rapides. Allez, Do You Speak Martien ? Chez des fous.